on est très, très content de vous recevoir dans ce webinaire Credo Lending. Credo Lending, l'objectif, c'est, à travers ces webinaires, créer ce lien direct entre des investisseurs et des porteurs de projets porteurs de sens. Et vous allez le voir que c'est plein de sens ce qu'entreprend le Père Étienne et toute la communauté des frères de Saint-Jean. Alors, mon père, bienvenue. Première question, bonjour. Évidemment extrêmement simple, c'est présentez-vous, qui êtes-vous, présentez votre parcours, qui déjà parle de lui-même. Oui, bonjour, bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, je m'appelle donc Père Étienne Boudet, je suis né près de Rennes et j'ai 56 ans. Voilà. Donc je suis un Breton et un Breton français, mais j'ai passé plus de temps maintenant au Togo ou à l'étranger. Je suis rentré à la congrégation Saint-Jean lorsque j'avais 20 ans. C'était la période, entre guillemets, très glorieuse et où la congrégation accueillait beaucoup de jeunes. Et assez rapidement, on fondait beaucoup. J'ai été envoyé tout d'abord au Cameroun pour 2 ans. Et c'est vrai que je pense que c'est là où l'Afrique a saisi mon cœur. Et ensuite, la congrégation m'a envoyé en Lituanie, donc pour une fondation. C'était un moment aussi qui m'a beaucoup marqué dans ma vie, parce qu'une période difficile, c'était le retour de l'armée rouge, hein, donc, et la chute du mur était récente. Donc une très forte expérience. Et puis ensuite, on m'a envoyé pour fonder un monastère près de Vienne, en Autriche, voilà, où je suis resté pendant 7 ans. Et c'était un grand monastère et c'est ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier par rapport à l'aspect de la construction. Je dis toujours en rigolant qu'en rentrant dans la vie religieuse, j'avais dit à mes parents, enfin, j'aurais pu à parler d'argent. Apparemment, les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres parce que voilà, depuis donc l'âge de 28 ans jusqu'à mes 56 ans, je suis toujours dans des recherches de fonds et dans des constructions et des travaux. Mais voilà, si c'est le chemin choisi pour que voilà, je puisse avancer avec mes frères, alors on y va. Donc, 7 ans, une construction assez atypique parce qu'on a construit tout le monastère en bois. Donc déjà à l'époque, c'était un peu curieux d'avoir l'audace de construire un monastère en bois. Il y avait des maisons en bois, mais un monastère non. Et on peut être satisfait parce que près de 30 ans après, le bâtiment est très bien entretenu et toujours évidemment en service. Après, on m'a envoyé donc à Lomé pour fonder une paroisse universitaire. Lomé, à l'époque, c'était donc en 2001, était une ville qui sortait d'une grève généralisée dans les années 90, avec les difficultés liées à un jeune pays. Donc le Togo, c'est un pays où il y a entre 7 et 8 millions d'habitants, un peuple très pacifique, pas du tout belliqueux, et avec une très grande… je dis toujours que la force du tourisme au Togo, c'est pas tellement les beaux paysages, même s'il y en a, il suffit de voir là où nous sommes, mais c'est sa population qui a pour les gens, tout le monde est saisi par ça, une espèce d'abord une très très grande courtoisie et politesse et une grande douceur, et ce sont des personnes avec qui on entre très vite en contact et avec une grande richesse d'authenticité. Alors, à Lomé, ça a été pareil, il a fallu construire sur un dépotoir en plus, et nous avons donc construit une médiathèque. On nous a confié la charge de l'université. À l'époque, il y avait 12 000 étudiants. 5 ans après, il y en avait 40 000 et aujourd'hui, il y a 65 000 étudiants. Donc, c'est l'université d'État. On a construit à côté, sur un peu plus de 2 hectares, une médiathèque
pour mettre au service des jeunes qui n'ont pas grand-chose, toute une bibliothèque, un cyber, etc. Et une grande salle de conférence climatisée de 500 places qui s'appelle l'Agora Senghor et qui réunit régulièrement beaucoup d'événements, puisqu'on a fait un bâtiment tout construit cette fois-ci, non pas en bois, mais en terre, c'est-à-dire avec de la brique pressée. Et là aussi, on remercie parce que, en fait, ce bâtiment a plus de 15 ans maintenant. Le centre fonctionne très bien, s'autofinance et reste un point très fort dans la capitale de Lomé, et qui est d'ailleurs l'objet de confiance qui a fait qu'aujourd'hui, il se passe ce qui se passe à la Lomé Valley. Puisque Lomé étant le Togo étant un petit pays, tout se sait très vite. Et donc, c'est vrai que l'Agora Senghor est devenu, c'est à 2 km de l'aéroport, c'est devenu un lieu de référence dans le pays. Pour ne pas oublier, je dis aussi que ça représente aussi un très grand enracinement, parce qu'étant au Togo depuis 20 ans et dans une pastorale universitaire pendant 15 ans, cela nous a permis, et moi particulièrement, d'accompagner des jeunes universitaires qui aujourd'hui constituent toute une toile dans l'administration, dans la fonction publique, dans toute la vie sociale. Et donc, les liens ont été tissés avec ces jeunes à partir de la paroisse universitaire. Donc, il y a une grande cohérence aussi entre la capacité aujourd'hui d'agir sur un projet encore plus grand comme la Lumen Valley, mais parce que les ressources humaines ont été construites ensemble. Voilà, ça je voulais dire ça. Et puis donc dans mon parcours, après 15 ans de travaux à Lomé, j'ai demandé à ma congrégation ce qu'on appelle une DVC, une dispense de vie commune, pour pouvoir me reposer un peu. Et j'avais eu le désir de monter dans le Nord parce que ce sont, comment vous dire, des gens qui ont un caractère très trempé. L'ethnie majoritaire ici, ce sont les Cabiais, ce qui veut dire les paysans de pierre. Et bon, ben, un breton, le granit, bon, on reste quand même attiré par ses origines. Et c'est vrai que par rapport à l'immensité de l'ouvrage de construction à introduire et à réaliser ici, il faut des gens qui ont un peu de granit, pas seulement dans la tête, mais aussi dans les bras, si j'ose dire. Voilà. Donc, je viens d'une famille de 3 enfants. Je raconte ça parfois à titre personnel. Mon père était non-voyant et je pense que on me demande souvent si j'ai fait l'architecture, si j'ai fait des études. J'ai pas eu le temps, je suis rentré à 20 ans. Mais par contre, j'ai été formé sur le terrain, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, je pense que j'avais un père exceptionnel, malgré son handicap. Et pour faire court, qui m'a donné un peu les yeux qu'il n'avait pas, puisque lui, sans voir, parvenait à tout faire. Donc, voilà un petit peu au niveau personnel le parcours. Maintenant, Édouard, ça va, je continue, je passe au point suivant. Ah ben non, mais c'est parfait. Donc, on voit bien que vous êtes un vrai père bâtisseur avec une belle expérience. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez construit sur le temps long. C'est-à-dire que vous avez construit des œuvres qui, aujourd'hui, sont totalement pérennisées au niveau financier, au niveau humain. Donc, ça, c'est vraiment une vraie richesse qui nous a beaucoup parlé quand on a analysé ce beau projet que vous menez. Et donc, tout à fait, on peut enchaîner sur le point 2 qui est pour nous très important, c'est de bien comprendre quelle est l'inspiration de la communauté des Frères de Saint-Jean, pourquoi cette implantation en Afrique et pourquoi cette volonté d'aider à ce développement, à ce co-développement, puisque vous le faites en plus avec vraiment les Africains main dans la main. Donc voilà, quelle est cette inspiration de cette communauté dont vous êtes membre? En fait, il y a eu l'Afrique, je pense que ce n'est pas seulement dans le monde religieux, mais dans le monde économique, on le voit bien. C'est qu'on sent que la jeunesse, la force de la jeunesse sur ce continent peut poser autant de problèmes comme cette force pourrait être un atout extraordinaire.
Et je pense que les grands enjeux, j'espère qu'il y a encore temps, c'est que justement la France, qui a joué un rôle énorme sur ses ex-colonies et qui a continué, mais sous un mode qui doit se remettre en cause parce que beaucoup d'argent a été injecté et justement le problème de la pérennité de beaucoup de choses qui ont été engagées se pose. Et en même temps, on voit qu'actuellement, au point de vue géopolitique, il y a des enjeux énormes, sans parler des questions du terrorisme, mais il y a des enjeux énormes pour que la France, au lieu de voir, je ne sais pas, au lieu de parler toujours du fait que c'est nous qui allons développer, on risque de se prendre un revers de médaille si on ne se met pas au bon rythme de ce qui se passe actuellement sur le continent africain. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres, et on sait bien lesquels, des grands continents, des grandes puissances qui ont compris tout le potentiel de l'Afrique. Et ça va tellement vite, parce que c'est ça l'Afrique, tout est dans les extrêmes, pour le meilleur et pour le pire. Donc, si on arrive à saisir, j'allais dire, les traits qui permettent de faire sortir de ce que un jeune Africain porte aujourd'hui en lui, de le mettre vraiment sur le bon chemin, les bons repères, alors il y a une force de frappe extraordinaire et ça ferait très mal et ce serait à mon avis très grave, étant donné qu'on a quand même la longueur d'avance. Ce sont des pays, surtout je parle de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest, où nous avons quand même, on parle pour la plupart la même langue, on a un peu le même affect, et du coup, il y a des très grands enjeux. Donc, la Lumen Valley, le projet, en fait, il est né comme ça, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé de Lomé pour me reposer, mais bon, c'est comme ça, j'ai toujours été en fondation et on n'y peut rien. Dès qu'on est dans un lieu et qu'on voit la misère autour, immédiatement, il y a les mécanismes qui se mettent en route. Et qu'est-ce que je peux faire? Et au bout d'un moment, l'évêque de Cara, donc aussi, rêvait d'avoir quelque chose comme à Lomé. Mais le problème ici, c'est que la pauvreté environnante et ce que doivent subir les jeunes en dépit de leur désir. Il y a une université à Cara, mais je ne sais pas comment vous dire, voilà, un étudiant, il peut faire 20 km à pied, parfois même 30, pour aller au cours, parce qu'il n'a même pas les moyens d'acheter un vélo. Donc, en fait, immédiatement, la grande question, ça a été, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour créer de la richesse? Et où est la richesse? Et j'avais beau regarder, c'était quand même, je suis dans un lieu complètement enclavé qui jouxte une réserve naturelle. Alors c'est magnifique, mais il n'y a rien. C'est le désert au point de vue voilà, richesse et au point de vue. Et puis là, en réfléchissant, en priant, en regardant bien, ce qui m'est apparu tout de suite, c'est la force de travail, la capacité de travail de ces jeunes. En fait, si on se reprojette, peut-être on peut dire que cette force de travail, on l'avait en France il y a 50, 60 ou 100 ans, parce qu'on a su réaliser beaucoup de choses en France. Et on l'a perdu, bon, ça, chacun son analyse. Mais ça m'a frappé que finalement, on avait une jeunesse qui était capable de soulever des montagnes. Et avec une très grande résilience. Et du coup, pour moi, ça a été très cohérent ce qui s'est mis en place. C'était qu'il n'y a qu'une solution, il faut créer de la richesse. Et la deuxième chose, c'est que ça ne peut être qu'à partir du travail, mais qui correspond à ce que sont les jeunes du milieu. Donc, j'ai pris 1 an, 2 ans, j'étais en solitude, mais j'avais quand même des contacts avec les jeunes, avec les villageois, parce que ça, c'est très important de s'insérer dans le terroir avec la population. C'est souvent des projets ont avorté parce qu'il n'y a pas cet enracinement. Et le peuple est très, très sensible à ça. Et c'est aussi une grande force de pérennité
Parce que quand vous avez le peuple, vox populi, vox dei. Donc, ça garantit beaucoup de choses pour l'avenir. Donc, c'est vrai que la richesse, comment la trouver? Et puis, c'est là où, providentiellement, je vous raconte très rapidement l'expérience, je suis tombé sur les pierres naturelles qui étaient exploitées pour faire des caniveaux. Et à partir de là, j'ai essayé de les poncer et il s'avère que ces pierres sont magnifiques et très riches de couleurs. Parce que ce qui manquait aussi, ce qui manque aussi en Afrique, c'est que finalement, on fait toujours du médiocre. Et pour moi, l'enjeu, pas face à la jeunesse, c'était d'arriver à faire du beau. Parce que le beau forme la personne dans ce qu'elle a d'essentiel, c'est-à-dire sa capacité d'admiration et sa capacité d'étonnement, qui est la condition préalable à la capacité de prendre du recul face à ce qu'on réalise et donc à se corriger et à travailler mieux. Et ça a été l'expérience qu'on a faite. Les jeunes ont été incroyablement réceptifs et petit à petit, on a commencé une petite école entreprise qui a tout de suite, assez rapidement, prospéré. La deuxième source de richesse, qui actuellement est plutôt une source de problème dans la région parce qu'il s'agit de la paille. Donc, ce sont les feux de brousse et qui engendrent beaucoup de déforestation. Et ben, venant de Bretagne aussi, finalement, les régions arides sont appelées à devenir des lieux de prospérité. Et plus c'est aride, j'allais dire, plus le challenge est grand. Une fois qu'on a passé un cap, ça devient au contraire un lieu qu'il faut presque protéger tellement il a de potentiel. Et ce cap, il fallait le franchir. Et je pense qu'avec les jeunes, la paille, ça a été la même chose. Les chaumiers sont venus d'Herbignac, ils avaient déjà fait des formations. Ils sont arrivés en me disant, pour faire un chaumier, il faut 3 ans. Ils sont repartis au bout de 15 jours en me disant, ils n'ont jamais vu ça. C'est comme si la relation à cette matière première très humble, mais ben, elle était comme naturelle chez ces jeunes, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils nous réalisent des toits de chaume absolument magnifiques. Voilà un peu le pourquoi nous sommes venus en Afrique. Il faut noter aussi qu'actuellement, au bout de 20 ans, au Togo, on a plus de 50 frères togolais dans la congrégation, qui sont aussi tous jeunes, mais on est aussi frappé par la qualité de ces jeunes et leur capacité de, voilà, pour nous aussi, de s'appuyer sur eux pour le futur. Merci mon père. Alors justement, il y a eu cette phrase aussi de Marthe Robin dont vous me parliez qui est très touchante, qui est le « n'oubliez pas l'Afrique » ou « n'abandonnez pas l'Afrique », qui est vraiment source aussi d'inspiration et qui donne envie d'agir. Oui, tout à fait. On a cette chance de se trouver à 15 km du premier foyer de charité qui a été fondé en Afrique. Et avec le père Marcel, que j'ai pu connaître avant qu'on réalise sa tombe en pierre naturelle, taillée. Et donc, c'était vraiment un grand visionnaire et j'ai pris beaucoup de conseils auprès de lui. Et c'est vrai que Marthe avait été formelle dès le début de la congrégation, puisque tous les premiers frères faisaient profession auprès de Marthe dans sa chambre. Et Marthe avait été très formelle, elle avait toujours dit n'oubliez jamais l'Afrique. Donc, on voit aujourd'hui un peu le sens de ses paroles, ça c'est vrai. Magnifique. Alors justement, cette Lumen Valley, cette vallée de lumière, comme vous l'avez baptisée, vous la définissez d'ailleurs comme une lumière d'avenir créative et profonde, se bâtit autour de 3 piliers. 3 piliers qui interagissent. Alors expliquez-nous, mon père, ces 3 piliers voilà, qui forment ce projet de la Lumen Valley et qui sont tous essentiels au projet. Alors, avant d'expliquer les 3 piliers, je veux dire quelque chose par rapport à ce projet, parce que pour moi, c'est une expérience extraordinaire. C'est que
j'ai fait plusieurs fondations. Mais celle-ci, j'en fais une expérience régulière. Quelque part, je fais l'expérience moi-même que ça ne peut pas venir de moi. Ça ne peut pas venir de ma seule intelligence, ça ne peut pas venir de ma seule capacité. J'allais dire, l'intelligence de l'ordre qui s'est mis en place à partir de l'expérience, c'est très intéressant comme expérience spirituelle d'ailleurs, parce que je vois que c'est beaucoup plus grand que ce que j'aurais pu voir. Et l'ordre, l'intelligibilité et la cohérence et l'écosystème qui s'est mis en place, je fais presque l'expérience quotidienne qu'il y a quelqu'un de plus grand derrière, et on peut l'appeler la Providence, on peut l'appeler l'Esprit Saint, on peut l'appeler… mais c'est pour ça que j'ai une très grande confiance, parce que je vois que ça ne dépend pas de moi. Et que à chaque moment, les personnes qu'il faut, les événements qu'il faut, le timing qui doit être là, se met en place de lui-même. Et ça, c'est une expérience assez fantastique. Ça n'enlève pas tout le challenge, mais donc les 3 piliers dont je vais vous parler, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose, une force derrière qui pousse à faire de ce projet quelque chose qui va dépasser le projet lui-même, à savoir le projet de la Lumen Valley, et qui, à mon avis, doit pouvoir donner à ce projet une sorte de caractère de projet pilote, de référentiel, pour pouvoir analyser qu'est-ce qui fait que notre approche de la jeunesse en Afrique et l'approche socio-politico-économique fait qu'on ne décolle pas. Je pense que ce projet a déjà commencé à décoller et qu'il y a des éléments de compréhension, des lumières, si je peux dire, qui dépassent le Père Étienne très largement. Donc, il y a 3 piliers. Il y a un terrain de 30 hectares que nous avons acquis, qu'on appelle la base arrière actuellement, où nous avons déjà édifié beaucoup de bâtiments. Là où je loge, c'est le futur bâtiment du corps professoral des arts et métiers. Ce pilier de 30 hectares, en fait, il est appelé à devenir un institut de l'artisanat des arts et des métiers. Donc, qui sera mis en place très prochainement et financé par l'État togolais, par un programme d'aide aux populations vulnérables, probablement, et qui accueillera un internat de 200 jeunes qui seront formés dans 5 corps de métiers différents. Je ne vais pas détailler les métiers maintenant pour passer au 2e pilier, qui est sur un autre terrain à 5 km. Je monte le bras parce que je le vois de ma fenêtre et il est magnifique, et qui abritera un centre de ressourcement. Écoutez, c'est simple, il y a la moustiquaire, au fond, il y a un grand château d'eau et de 25 mètres en pierre, et c'est là-bas que sera le centre de ressourcement. Comme ça, vous avez la preuve que je ne suis pas dans un hôtel parisien. Donc, ce 2e pilier, c'est quoi? C'est un lieu qui aura une capacité d'accueil de 300 personnes en conférentiel et en logement sur place, avec une partie accessible à la classe moyenne, où nous avons déjà édifié 40 chambres, et des bungalows qui sont en fait, à cause des matériaux qu'on utilise et du mode de construction avec la pierre, le chaume, etc., je pense qu'on va changer la terminologie. On va passer du bungalow à la villa, parce que moi-même, je ne pensais pas que ce serait aussi beau. Je pensais que ce serait, voilà, j'avais pris bungalow, mais ce ne sont pas des bungalows. Nous en avons déjà réalisé 5. Il y a des bungalows dédiés aux familles,
avec 3 ou 4 chambres. Il y a des bungalows privilèges et des bungalows au standing. Nous en réaliserons encore, je crois, une quinzaine normalement dans ce qui est prévu dans le programme. Ils sont dispatchés dans ce terrain de 50 hectares qui est une colline ou une petite montagne à 400 mètres d'altitude au cœur d'une chaîne de montagnes de la réserve naturelle. Donc, l'État nous a cédé ce terrain parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vu leur satisfaction de ce qu'on a pu faire pour les jeunes à Lomé, le chef de l'État lui-même, il faut bien le dire, mais pas que lui, ont été tout de suite très intéressés par ce que, justement, ce type de projet pouvait apporter par le travail à la jeunesse. Donc, au lieu de faire parfois, comme on le voit, de l'État, une espèce de chose où on a peur, j'ai senti que pour ce projet, il fallait au contraire mettre nos forces en symbiose pour que l'impact, c'est-à-dire la force de l'État, et on le sait bien, c'est l'État qui a la force, puisse se conjuguer à la force d'une congrégation religieuse qui a ce privilège de pouvoir assurer la pérennité à long terme. Parce que une congrégation, c'est une communauté qui porte le projet, une communauté de frères, et ça, c'est évidemment déterminant que ce soit pas lié à une personne pour que ça porte du fruit sur 10, 20, 30, 40, 50 ans. C'est donc un haut lieu spirituel qui est en train de se construire. Deuxième pilier, donc un centre de ressourcement. Sa vocation, c'est de mettre en place ce que j'appelle un générateur financier et un showroom pour les futurs entrepreneurs, puisque en bas, nous aurons un incubateur d'entreprise. Mais j'ai pu constater sur place qu'un jeune entrepreneur, ici, n'a quasiment aucune chance s'il n'est pas accompagné. Pour ceux qui ont souvenir de ça, quand je vois, moi, dans mes familles, comment ça s'est passé, mes parents étaient entrepreneurs, j'ai des oncles et tantes entrepreneurs, mais c'est parce qu'ils s'aidaient entre eux. Il y a des moments quand on monte une jeune entreprise, on fait des erreurs, ça c'est clair, mais en plus, il y a une découverte. On a beau avoir bac+6, quand on arrive sur le terrain, il y a forcément des choses qu'on n'avait pas vues. Et un jeune Togolais qui veut lancer son entreprise avec une microfinance, c'est quasiment, dans la plupart du temps, s'il n'a pas des appuis, non seulement des conseils, mais aussi de l'appui financier, il n'a aucune chance de s'en sortir avec le budget initial. Donc, le but du centre de ressourcement, et je crois que c'est ça qui est innovateur dans ce projet, c'est de faire que les jeunes engendrent eux-mêmes, j'allais dire, le générateur de finances et c'est donc le centre de ressourcement qui est un projet à forte capacité financière qui va permettre de mettre en place, de générer sur place un fonds qui va non seulement permettre de continuer la qualification professionnelle, peut-être d'ouvrir des nouvelles filières, mais aussi d'avoir cet incubateur qui va permettre d'accompagner dans l'esprit global de la Lumen Valley les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, qui seront aussi formateurs pour l'école, et le centre, lui, réalisé par eux, deviendra aussi un showroom de par la visite de la clientèle. Et qui ne connaît pas ce mode de construction à partir des méthodes naturelles et durables, et qui, du coup, à partir de ce qu'ils vont voir, vont continuer, parce qu'il y a déjà beaucoup de demandes. J'ai été obligé de bloquer toutes les commandes sur un an. Les gens appellent aussi pour venir parce qu'on a fait 2 bungalows d'essai en bas, mais on ne peut pas, Mais c'est plutôt bon signe que dès que ça va ouvrir, on ne va pas chômer. Troisième pilier, ça c'est le cadeau, et ça correspond bien à une conduite. C'est ce qui va faire l'unité et qui va donner l'âme à l'ensemble de la Lumen Valley, c'est le noviciat d'Afrique des Frères de Saint-Jean. Ça, c'est très intéressant à tous les niveaux, parce que, si vous voulez, le projet a une espèce de force humaine
du côté du besoin actuel des gens de la capitale de se reposer, de se ressourcer, mais avec du confort. Je pense que une des erreurs de toute l'hôtellerie au Togo et d'une vision générale d'ailleurs sur l'Afrique, disons l'Afrique de l'Ouest, parce que l'Afrique du Nord est très en avance là-dessus, je pense au Maroc par exemple, c'est qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui les gens veulent se reposer aussi dans de la qualité. Et on a très bien vu depuis que je suis 20 ans au Togo, depuis ces 20 ans, que c'est fini, quoi, les choses au rabais et tout. La population de classe moyenne et de classe riche veut bien profiter des choses dans son pays, mais pas au rabais. Et elle a besoin de ce repos parce que finalement, le stress à l'occidental, il a pris le pas aussi dans la ville, ici. Donc, ce noviciat qui va être transféré de Yaoundé au Cameroun à Kara et qui est en construction, quasiment à 70% du gros œuvre achevé, même 80% maintenant. Ça va très vite parce que les jeunes construisent très vite. Eh bien, accueillera la formation des jeunes Africains pour toute la sous-région. Et ça, c'est très important parce que vous voyez l'écosystème entre le noviciat qui assure comme une force pour garder l'esprit de l'ensemble et ne pas tomber dans la velléité, dans les pièges de la finance, dans les pièges aussi de dévoyer l'intention initiale qui est de quand même permettre à des jeunes vulnérables, premièrement aux jeunes vulnérables, de se former dans des métiers et qui ont une forte plus-value. Donc voilà en gros les 3 piliers et c'est aussi au cœur de tout cela, on va lancer un petit projet, il est déjà lancé, de micro-conserverie avec l'appui d'entrepreneurs bretons qui permet de garder des aliments entre 4 et 6 mois à température ambiante, avec un système d'autoclave et toute l'installation va arriver d'ici 1 mois. Et c'est intéressant parce que avec l'internat et le centre de ressourcement qui accueillera des séminaires, des retraites aussi, il y aura une zone plus destinée aux gens qui viennent vraiment pour chercher la dimension spirituelle et une zone plus repos humain avec la piscine, le restaurant, les bungalows ou les villas, disons, et une capacité aux personnes qui viendront soit du Togo, soit de la sous-région, soit de l'Europe, de pouvoir aussi rencontrer les jeunes dans et à travers le travail, en travaillant, soit en recevant certaines compétences, parce que nos jeunes montent en compétences, en taillant un peu de la pierre avec eux, en posant un peu de la pierre naturelle, et soit en amenant leurs compétences. Donc, transfert de compétences et de richesses en pouvant rentrer en contact avec la population locale, j'allais dire sous un autre mode que d'aller faire une petite fête ou non, au contraire, une rencontre dans l'authenticité. Et nous avons fait les essais et ce qui se passe est absolument magnifique. Alors merci voilà les 3 piliers. Oui. Donc c'est très clair. Le pilier, on l'a vu, formation, donc l'école des arts et des métiers qui forme au beau, qui redonne confiance en la jeunesse. Deuxième pilier, donc ce centre hôtelier, ce centre de ressourcement générateur de liens, et puis comme vous l'appelez, l'écrin du donner et du recevoir, et puis ce showroom aussi qui montre au monde, et notamment à cette classe moyenne, classe supérieure du Togo, ce que sont capables de faire des jeunes avec notamment les ressources naturelles et leurs capacités techniques. Et puis, évidemment, ce prieuré et noviciat, donc l'élément spirituel du projet, qui est l'âme de la Lumen Valley et qui va justement irriguer
les deux piliers cités. Et évidemment, les frères seront dans l'ensemble de ces trois piliers pour faire interagir l'ensemble. Merci mon père. Donc on voit qu'il y a beaucoup de soutien autour de vous. Vous avez sur un projet de 6 millions donc levé une grosse partie en dons. Vous avez un peu de subventions, comme on l'a vu, de l'État à venir. Et puis vous avez ce prêt Credo Lending sur 8 ans. 8 ans qui va rémunérer les prêteurs, les investisseurs à hauteur de 3,5% par an, avec un remboursement du capital à partir de la 4e année, donc de l'année 4 à l'année 8, remboursement du capital en amortissable. Et donc ce produit financier, cet investissement, il est disponible sur Credo Lending, sur le projet évidemment Lumen Valley. Ce qui est intéressant, c'est que l'émetteur, l'emprunteur, c'est la congrégation Saint-Jean France qui se porte garant de ce prêt pour ce projet donc Lumen Valley. Et voilà en gros, donc on voit que c'est un projet évidemment à très très forte fécondité. On le voit à travers vos propos, mon père, et c'est très enthousiasmant.